France Inter, franceinter.com. À peine sorti de prison, il a clamé sa volonté de se battre. C'était en 2004. Edwin Wilson, condamné à 52 ans de prison pour haute trahison et libéré après plus de 20 ans passés dans un pénitencier états-unien, a décidé qu'il consacrerait ses dernières forces à obtenir sa réhabilitation. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il n'a toujours pas renoncé. Mais il semble bien que sa cause soit désespérée. Et d'abord parce que l'innocence de cet étrange personnage semble hautement improbable. Bref, Wilson n'est certainement pas un Dreyfus américain, mais son existence est suffisamment mystérieuse pour qu'on puisse encore se poser de nombreuses questions. Et d'abord celle-ci, Wilson, ancien de la CIA, accusé d'avoir trahi les États-Unis au profit de la Libye, n'a-t-il pas été un bouc émissaire ? Et lorsqu'il fournissait Kadhafi en armes, explosifs et même mercenaires, ne continuait-il pas à travailler secrètement pour la centrale états-unienne ? À moins, autre hypothèse, qu'il n'ait été un agent de l'Est manipulé par le KGB. Monsieur X a donc choisi cette semaine d'élucider cette énigme où apparaissent le bouillant et déconcertant leader libyen Kadhafi, mais aussi de hauts personnages états-uniens. Il faut enfin noter que la libération de Wilson a coïncidé avec la fin de l'embargo international sur les armes destinées à la Libye d'un Kadhafi soudain assagi et presque recommandable. Un simple hasard, mais dans le monde obscur de Monsieur X, il y a décidément beaucoup de curieux hasards. Soyons clairs et même brutal, le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que Ed Wilson soit toujours vivant. Vous voulez dire qu'il n'ait pas été assassiné ? C'est bien le fond de ma pensée, mais c'est peut-être l'une des clés de cette affaire. Wilson était plus important vivant que mort. En tout cas, ce qu'il représentait. Enfin, n'allons pas trop vite. Non, ça, je m'y attendais. Alors, essayez de me dire plus précisément qui est ce type dont l'existence semble si mystérieuse. Edwin Wilson est né en 1928 dans une modeste ferme du nord-ouest des États-Unis. Famille nombreuse et pauvre. Le garçon n'est pas promis à un brillant avenir. Mais Ed est un débrouillard et il a surtout la bosse du commerce. Bref, très vite, achetant et revendant les marchandises les plus diverses, il se fait un petit pécule. Et c'est une donnée essentielle pour bien comprendre ce personnage entreprenant. Wilson est fasciné par l'argent. Et il le sera toute sa vie. Ouais, ce qui n'est pas forcément original, surtout aux États-Unis. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, après avoir navigué un temps dans la marine marchande, Ed s'engage dans les Marines. Et il est envoyé brièvement en Corée. Où c'est encore la guerre. Et là, il aurait été blessé à la jambe. Mais vous n'en êtes pas sûr. Non, parce que l'autre caractéristique du personnage, c'est sa mythomanie. Donc il convient de demeurer très prudent. En tout cas, après son temps de service, il est approché par la CIA. Approché, ça ne veut pas dire engagé. Vous avez raison. Et en fait, on ne saura jamais si Wilson a été effectivement un agent de la centrale américaine ou s'il n'a été qu'un auxiliaire. Un intermittent ou un honorable correspondant, comme on dit chez nous. C'est ça, oui. Et que fait-il pour la CIA ? Il aurait été chargé d'infiltrer les mouvements syndicaux. Vous savez, parce qu'on en a souvent parlé, que les services secrets états-uniens ont accordé une grande importance au monde syndical. Oui, dans l'optique de la guerre froide. Naturellement. Donc Wilson aurait été envoyé en Europe où la CIA avait suscité et même financé la création de syndicats dits libres. FO, par exemple. Mais je remarque que vous utilisez toujours le conditionnel. Parce que tout ça est flou. Seule certitude, ses employeurs, qui ont sans doute mis en évidence les aptitudes de Wilson pour le commerce, lui confient des missions de livraison d'armes. Des livraisons clandestines. Évidemment. Ouais. Et pour effectuer ces opérations secrètes qui ne doivent pas engager la CIA, il faut créer des sociétés apparemment insoupçonnables. De la même façon, vous le savez, la CIA montera de toutes pièces des compagnies d'aviation civile qui seront chargés de convoyer des armes, mais aussi au retour de la drogue. Oui, dans le sud-est asiatique. Alors que les États-Unis sont de plus en plus engagés dans l'ex-Indochine française. Wilson entre donc de plein pied dans ces activités clandestines. Et dans ce but, il crée une compagnie maritime. Financée par la CIA ? Oui,
Mais ça n'empêche nullement Wilson de faire d'excellentes affaires. Ouais, pour son propre compte, donc. En effet. Et bientôt, il sera à la tête d'une myriade de petites sociétés commerciales. Alors, si j'ai bien compris, tout en rendant d'appréciables services à la CIA, il arrondit sa plotte. Ouais, c'est exactement ça. Mais à l'anglais, au siège de la CIA, on ferme les yeux. Bah oui, au nom de l'efficacité, j'imagine. Bien entendu. Et c'est alors en 1971 que Wilson prend ses distances avec la CIA. En principe, du moins. Parce que je vous l'ai souvent dit, lorsqu'on a appartenu à ce genre d'organisation, on n'en sort vraiment jamais. Mais pour autant, est-ce que Wilson rompt contractuellement avec les services secrets? Pas du tout, bien au contraire. Il aurait été engagé par une structure nommée étrangement la Task Force 157. De quoi s'agit-il là? C'est une organisation clandestine créée par Kennedy et qui est le bras armé du renseignement naval. À l'époque, son objectif était de collecter des informations sur Cuba. Mais peu à peu, ses compétences ont été élargies et ses missions ont consisté à espionner la marine soviétique un peu partout dans le monde, c'est-à-dire constituer un réseau international d'agents et de correspondants. Et pour ce faire, la marine a besoin d'un Wilson? Oui, parce que pour camoufler toutes ces opérations secrètes, il faut des couvertures, et donc des sociétés qui font illusion. Mais pour Wilson, ces sociétés ne doivent pas être des coquilles vides. Elles sont aussi chargées de faire fructifier son pécule. Un pécule qui commence à compter. En 1971, lorsque Wilson a quitté la CIA, il a déjà mis de côté $200 000 et bientôt va décupler ce capital, ce qui lui a permis un peu plus tard d'acheter une superbe propriété en Virginie. Wilson ne s'oubliait jamais. Bien sûr que non. Mais dans cette mesure, il escroquait, non? C'est le b.a.-ba de ce genre de boulot. On trafique sur les marges et on fait payer la marchandise plus cher aux clients. Mais est-ce qu'il triche aussi avec la CIA? Naturellement. Dans ce genre d'affaires clandestines, tout est permis. Et ça continuera au sein de la Task Force 157. Mais au-delà de l'argent qu'il va continuer à engranger dans des proportions encore plus considérables, il va essentiellement se débrouiller pour se constituer un important carnet d'adresses. Toujours dans le milieu du renseignement? Pas exclusivement. Mais c'est vrai que dans les services secrets, Wilson fréquente de nombreux responsables et des généraux, des relations fort utiles. Il a même failli être nommé secrétaire adjoint de l'armée de terre pour les installations et la logistique. Ça, c'est un poste qui lui aurait permis de faire de très bonnes affaires. C'est certain. Toutefois, au dernier moment, un autre candidat lui est passé devant le nez. Peu importe, dans ces années 70, grâce aux sociétés qu'il a créées, Wilson engrange des millions de dollars. Et ça n'étonne personne? Apparemment, non. Pas tout de suite, du moins, car un peu plus tard, ça se gâtera pour lui. Ouais, mais n'allons pas trop vite. Puisque vous le dites. Je dois ajouter, mais ça ne vous étonnera pas, que dans sa luxueuse propriété, Wilson sait recevoir. Et pas mal de pontes de la CIA y apprécient le traitement qu'il leur est réservé. Ouais. Ça ressemble à du trafic d'influence, non? Mais Wilson ne recule devant aucun procédé pour agrandir son cercle d'amis. Et sans doute ne se limite-t-il pas à ses invitations pour faire plaisir à ses influents personnages. Des cadeaux? Ou des pots de vin, comme vous voudrez. Ouais. Alors pourquoi ça va commencer à se gâter pour lui? En 1976, à la suite de quelques révélations scandaleuses sur les pratiques de la CIA. Oui, c'est les tentatives d'assassinat de dirigeants étrangers. Entre autres, oui. Ouais. Donc à la suite de ces révélations, le nouveau patron, l'amiral Stanfield, décide d'effectuer un grand coup de torchon et d'éliminer pas mal de brebis galeuses. Oui, la CIA va subir une véritable purge. Et pas moins de 800 agents vont ainsi prendre le chemin de la porte. Et Wilson alors? Ce n'est pas un salarié de l'agence. Mais il est vrai que ses activités sentent le soufre et qu'il devrait être concerné par cette opération main propre. Cependant, il passe à travers les mailles du filet. Certes, il doit quitter cette fameuse Task Force 157, mais c'est tout. Il a toute liberté pour continuer ses coupables activités. Mieux, il va désormais s'intéresser en priorité au Proche-Orient et commencer à nouer de fructueuses relations avec le très inquiétant Muammar Kadhafi. Kadhafi qui n'est pas encore la bête noire des États-Unis. Mais qui est déjà soupçonné de semer le trouble un peu partout dans le monde. Et surtout, de financer le terrorisme international grâce aux formidables revenus de son pétrole. Il faut en effet savoir que l'or noir libyen constitue le 10e des importations américaines. Et c'est pourquoi, au moins sous la présidence de Jimmy Carter, Washington tardera à se fâcher avec un partenaire commercial aussi important. Ouais, ça se comprend, ça. Autre élément qu'il faut prendre en compte, même si l'affairisme de Wilson et son manque de scrupules sont bien connus. Il reste néanmoins un homme d'affaires qui a pignon sur rue. Ses principales sociétés ont des façades honorables et sont établies en toute légalité à Washington.
Puis en outre, il y a toutes ces relations-là. Il est par exemple du dernier mieux avec le président de la Commission des forces armées du Sénat. Et ça compte. Et puis, même si sa morale est sujette à caution, il est difficile d'oublier qu'il a rendu beaucoup de services dans le passé. Ouais, et ça crée des liens. Hein. Oui, car tous ces types qui ont plus ou moins fricoté avec la CIA forment une sorte de franc-maçonnerie et s'épaulent les uns les autres, surtout lorsque l'orage menace. Petit retour sur le travail de Wilson, agent de la CIA. J'ai trouvé ces quelques lignes dans un ouvrage de Peter Maas, Client Kadhafi, édité en France par Hachette. Son boulot consistait à expédier des cargaisons partout où la CIA ne tenait pas à ce que l'on puisse déceler sa participation, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient ou dans le sud-est asiatique. Il envoyait ainsi des engins incendiaires, des systèmes de harcèlement et de dispersion de foule au Chili, au Brésil et au Venezuela. Mais aussi des armes à la République dominicaine à l'époque où l'on redoutait un nouveau coup d'État à la Castro, des systèmes de communication sophistiqués au Maroc, des armes de toutes sortes en Angola, toute une série de matériel électronique ultra perfectionné en Iran, des armes pour préparer un coup d'État soutenu par la CIA en Indonésie, des pièces détachées et du matériel militaire à Taïwan et aux Philippines, de l'aide logistique pour la guerre secrète que la CIA s'apprêtait à livrer au Laos. Il livra aussi des bateaux, des flottilles même au besoin, comme ceux qui étaient employés lors des raids incessants contre Cuba. Avant d'en venir aux relations commerciales que Wilson va établir avec la Libye, il me faut vous entretenir d'une autre affaire où l'on va retrouver notre bonhomme. La Nugent Hand Bank. Ça vous dit quelque chose? Il me semble en avoir déjà entendu parler, ouais. Bon, alors je vous rafraîchis la mémoire. La Nugent, ou NHB pour simplifier, était une banque australienne, fondée en 1973 par deux hommes. Un avocat nécessiteux, Frank Nugent, et un ancien béret vert américain, Michael Hand. Ils ont été rejoints par un propriétaire de restaurant de Sydney, un certain Houghton, un citoyen américain lui aussi. Curieux trio de banquiers. Oui, vous avez tout à fait raison, la suite va le démontrer. Les deux Américains du trio avaient en commun le fait d'avoir mené des opérations secrètes en Asie du Sud-Est. Et ils avaient en particulier concouru à armer les Hmong du Laos. Une ethnie qui a combattu aux côtés de l'armée états-unienne contre le Viet Cong. C'est exact. Et il me semble qu'il y a déjà longtemps, nous avons parlé de cette affaire. Une affaire qui avait une forte odeur d'opium. Naturellement, l'opération Hmong avait été montée par la CIA. Et ces deux hommes avaient donc travaillé directement ou indirectement pour l'agence. Et ils y ont vraisemblablement rencontré Wilson, fournisseur attitré d'armes pour les guerres secrètes de la CIA, et qu'ils ont sans doute associé à leur magouille. Enfin, poursuivons. Notre trio, installé en Australie, fonde donc la NHB avec au départ assez peu de moyens et de capital. Oui, mais là aussi, ils doivent compter sur leurs relations. Oui, leur ambition est de faire de leur modeste établissement la banque de la CIA pour cette région du monde. Mais attendez, pourquoi la CIA a-t-elle besoin d'une banque? Pour financer ses opérations clandestines, en toute discrétion, sans devoir en référer tout le temps à Washington. Ah oui, pour passer alors au-dessus de la bureaucratie. Et ça fonctionne? Très bien. Très très bien même. Des millions de dollars passent dans les caisses de la NHB qui devient une sorte d'intermédiaire entre les vraies banques, si j'ose dire, et des mondes beaucoup plus douteux où l'on trouve des politiciens corrompus, des marchands d'armes, des trafiquants et quelques personnages appartenant à la pègre australienne. Et d'ailleurs, au fil des ans, la NHB ouvrira des succursales dans d'autres pays, à Hong Kong, mais aussi en Arabie Saoudite, où les expatriés américains, essentiellement des militaires, lui confient leurs économies. Mais les meilleures choses ont une fin. La NHB, là, va se casser la figure? En effet. Au fond, c'était une sorte d'affaire Madoff, déjà. Car nos trois apprentis banquiers ne possédaient en réalité aucun actif au départ. Et tout au long de l'existence de la NHB, ils ont tout simplement fait de la cavalerie en se servant de leurs relations haut placées à la CIA.
Et le jour où des commissaires aux comptes un peu perspicaces se sont réellement intéressés à la NHB, le système s'est écroulé. Et avec lui, quelques notables de l'armée ou de la CIA, et pas des moindres, qui ont été compromis. Qui, par exemple? Le général Richard Secord, secrétaire d'État adjoint à la Défense. L'homme qui sera aussi mouillé dans l'affaire de l'Iran Gate. Le même, oui. Ah ouais. Mais on trouvera aussi Theodore Sackley ou Thomas Kleins, autant de personnages qui occupaient ou avaient occupé de hautes fonctions à la CIA, et qui, comme par hasard, étaient tous des amis de Wilson. Bon, restons-en là avec la NHB. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que la déconfiture de cette banque de la CIA en juin 1980 précédera de seulement 1 an la chute de Wilson. Et il y a un rapport entre ces deux événements? Je le pense. Alors, vous permettez, je reviens à Wilson. Ouais. C'est en 1976 qu'il approche les autorités libyennes. De quelle façon, alors? Écoutez, précisément, je ne le sais pas, mais à l'époque, Wilson s'est lié avec 2 autres types qui viennent eux aussi de la CIA. Kevin Mulcahy et Frank Terpil. 2 personnages qui, comme Wilson lui-même, ont un fort penchant pour l'alcool. Vous n'avez pas encore souligné cet aspect-là de la personnalité de Wilson. Oui, comme je ne vous avais pas encore dit que Wilson était aussi un coureur de jupons. Mais tout ça, ce sont des détails. Encore que l'alcoolisme de Mulcahy créera assez vite de sacrés ennuis à Wilson. En tout cas, pour revenir à ce que je vous disais, c'est sans doute Frank Terpil qui a permis à Wilson d'entrer en relation avec des Libyens. Et pas avec n'importe qui, puisqu'il s'est agi d'un cousin de Kadhafi, Sayed Kadefadam, l'homme qui est alors le patron de la mission d'achat libyenne installée à Londres. Un Libyen qui, soyons clairs, doit être chargé de contourner l'embargo des pays occidentaux pour les livraisons de certaines catégories d'armes et de matériel militaire à destination de Tripoli. C'est parfaitement exact. Et que veulent les Libyens alors? C'est là que ça devient troublant. Car ce que veut d'abord le cousin de Kadhafi, c'est du plastique. Des plastiques, des explosifs? Oui, du fameux C4, un des explosifs parmi les plus performants, mais au point aux États-Unis. Ouais. Et ça n'étonne pas Wilson? Apparemment pas. Et il promet à son interlocuteur qu'il va faire tout ce qu'il peut pour donner satisfaction à son nouveau client. Pourtant, les quantités demandées sont phénoménales. Plusieurs tonnes et 500 000 détonateurs. Et quand on pense aux dégâts que peuvent causer seulement quelques dizaines de grammes de ces C4... Alors, je veux bien admettre que Wilson est un type dénué de scrupules. Mais il doit quand même essayer de comprendre. Eh bien, les Libyens lui expliquent qu'il s'agit de détruire les mines qui ont été enfouies dans le désert lors de la Seconde Guerre mondiale afin de sécuriser les installations pétrolières. Et c'est crédible, ça? Pas trop, non. Et Wilson n'est pas dupe. Enfin, peu lui importe. Il dispose maintenant d'un argument à fournir aux gens qui se montreraient trop curieux. Mais comment compte-t-il se procurer de telles quantités d'explosifs et de détonateurs? Eh bien, l'Américain s'adresse tout bonnement aux fournisseurs traditionnels de la CIA. Ouais. Et pour le transport? Wilson n'a plus d'un tour dans son sac. Les explosifs sont dissimulés dans des fûts de boue spéciales destinés à l'industrie pétrolière. Alors, Wilson, si je vous ai bien entendu, remplit donc ce premier contrat. Et sa cote monte aussitôt à Tripoli, où on lui confie une nouvelle mission. Le recrutement d'hommes de main, ou pour parler plus crûment, de tueurs. Kadhafi a en effet décidé d'éliminer physiquement un certain nombre d'exilés libyens qui lui font des misères. Les opposants, donc. Et Wilson va accepter ce nouveau marché. Oui, mais ça va tourner de façon bizarre. Wilson s'adresse à des Cubains anticastristes qu'il a bien connus autrefois. Oui, quand il s'agissait de renverser Castro. Les types acceptent rapidement, d'autant que c'est très bien payé. Mais lorsque ces hommes apprennent qu'ils doivent supprimer des opposants libyens, ils refusent le marché. Pourquoi? Ils ont des scrupules? C'est pas tellement ça. Mais ils ne veulent pas faire le sale boulot d'un Kadhafi qui, à leurs yeux, est un allié des soviétiques. Oui, alors eux-mêmes sont résolument anticommunistes. Forcément. Ouais. Donc l'affaire capote. Mais les Cubains n'en restent pas là. Ils alertent quelques-unes de leurs relations de la CIA. Ouais, et que se passe-t-il alors? Rien. On ne demande même pas à Wilson de s'expliquer. Absolument pas. Et c'est d'autant plus surprenant que dans le même temps, l'un des comparses du marchand d'armes, cet alcoolique dont je vous ai parlé, Kevin Mulcahy, a lui aussi des problèmes de conscience. Il disparaît, rédige un long rapport sur les activités de Wilson et le communique à l'anglais. Le siège de la CIA. Mais là-bas, officiellement en tout cas, personne ne semble prêter attention aux élucubrations d'un ancien agent alcoolique. Et ce dernier finira d'ailleurs par en conclure que Wilson est réellement missionné par l'agence quand il trafique avec Kadhafi, puisqu'il n'est pas inquiété et qu'il peut continuer ses trafics en toute impunité. Oui, ça me paraît logique. Et c'est ce que penseront aussi pas mal de proches de Wilson. Ce dernier n'affirme-t-il pas, lorsqu'on lui pose des questions, qu'il est en train de monter un réseau d'espionnage en Libye? Et votre avis?
Je constate simplement que la CIA ne veut rien savoir des activités libyennes de Wilson. Oui, mais après l'échec de cette opération de recrutement de tueurs, Wilson garde-t-il la confiance des Libyens ? Tout à fait. Et on va même lui proposer de nouveaux contrats. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Dans un ouvrage publié par les éditions Jeune Afrique en 1987, Kadhafi, la CIA et les marchands de mort, l'Américain Joseph Goulden évoque les cas de conscience de ce Kevin Mulcahy qui va essayer de trahir Wilson. Et il écrit « Pendant l'été 1976, Kevin Mulcahy sombre à nouveau dans l'alcool. Des doutes sur les occupations réelles de Wilson le taraudent. Travaille-t-il vraiment pour la CIA comme il le prétend ? Son trouble s'accroît lorsque Wilson le fait venir à Londres pour passer en revue les projets en cours. Il découvre, dans la capitale britannique, le monde interlope des espions, mercenaires et autres trafiquants d'armes. L'expérience est pénible pour un homme habitué aux conversations savantes sur les progrès de l'informatique et la surveillance par satellite dans les bureaux de Washington. Les marchands de mort se rencontrent tous les samedis à 11h à l'Admiral Codrington Pub dans une ambiance de club d'anciens élèves. Ils y échangent informations et rumeurs sur les contrats en cours, les besoins en armes des pays clients et la liste des fournisseurs possibles. Mulcahy n'est pas très fier d'avoir été admis en tant que collaborateur de Wilson dans cette société fermée qu'il trouve tout de suite sordide. Dans presque chaque affaire d'espionnage, on trouve un petit incident anodin qui est susceptible de faire dérailler toute la machine. En ce qui concerne Wilson, c'est l'erreur de 2 célèbres journalistes qui produit cet effet. Ces journalistes ? Woodward et Bernstein, le duo qui a fait tomber Nixon grâce à Watergate. Ouais, pas n'importe qui. Ouais. En 1976, ils enquêtent sur l'assassinat à Washington d'un opposant chilien, l'ancien ministre d'Allende, Orlando Letelier. Et ils acquièrent la conviction que l'opération a été montée par un ancien agent de la CIA, Ed Wilson. Mais il se trompe. Totalement. Wilson, qui n'est pourtant pas un saint, n'a rien à voir avec cette affaire. Mais l'information a été communiquée à un procureur particulièrement coriace qui se souviendra un jour du nom de Wilson. Alors, reprenons. Vous me disiez là que Wilson allait continuer à trafiquer avec la Libye. Oui, c'est même assez étonnant. On a alors l'impression que l'Américain devient un homme indispensable pour Kadhafi. Dès qu'il s'agit d'achat d'armes, de stocks supplémentaires d'explosifs ou encore de pièces détachées pour la flotte aérienne du pays, c'est à Wilson que les Libyens s'adressent. Il en va de même lorsqu'il s'agit de trouver des hommes. Encore des tueurs ? Pas seulement. Kadhafi a aussi besoin de pilotes pour ses avions et ses hélicoptères. Et comme il nourrit de grandes ambitions militaires, il veut aussi que des bérets verts viennent entraîner ses soldats. Des Américains, donc. Et Wilson, trop heureux de rendre service à un client aussi généreux, s'empresse de lui donner satisfaction et une douzaine de ses membres des forces spéciales rejoint la Libye afin de former les commandos locaux. Mais est-ce que ces militaires, ou anciens militaires, là, partent là-bas avec l'accord des autorités états-uniennes ? Difficile à dire. Cependant, il semble bien que la CIA n'en a rien ignoré, ne serait-ce que parce que ces baroudeurs faisaient aussi partie des troupes de choc parfois utilisées par l'agence. Cependant, Kadhafi voit encore plus grand. Ce qu'il envisage vers la fin des années 70, c'est la création d'une sorte de légion étrangère, une troupe islamique qui pourrait être envoyée dans les pays de la région pour renverser, par exemple, des pays trop occidentalisés ou simplement hostiles aux nombreux projets de mariage de Kadhafi. Mariage entre États. Il en sera ainsi en Tunisie où Kadhafi essaiera de fomenter des troubles. En effet, mais le guide, comme il aime à se faire appeler, ambitionnera aussi de voir sa légion combattre en Palestine, quoi qu'il en soit. Pour former sa troupe, il s'en remet bien sûr à l'indispensable Ed Wilson, qui est chargé de recruter encore plus de bérets verts et de pilotes. Mais est-ce que Wilson est capable d'assurer une telle mission ? J'en doute. Et c'est sans doute l'une des raisons qui fait que l'étoile de Wilson commencera peu à peu à pâlir à Tripoli. Mais il faut dire que le marchand d'armes commence à avoir bien d'autres soucis. La justice américaine enquête en effet sur tous les trafics auxquels il aurait pu être mêlé.
En 1979, l'un de ses complices, Frank Terpil, est arrêté à l'initiative de ce procureur dont je vous ai parlé. En même temps, ses principaux appuis au sein de la CIA sont rétrogradés. Ah, le vent tourne. Ouais, il commence même à sentir franchement mauvais. Wilson est ainsi brièvement arrêté à Malte, au cours d'une escale. Aussitôt, prudemment, décide-t-il de ne plus quitter ses bureaux de Tripoli. Mais il est évident que les affaires tournent de plus en plus mal pour lui. Surtout que, devenu inutile ou presque aux yeux des Libyens, il ne peut guère compter sur leur soutien. Il devient peut-être même encombrant. C'est certain. En outre, la presse états-unienne, alimentée en informations par ce Mulcahy, qui l'a trahi une première fois, commence à publier des informations sur cet Américain qui vend des détonateurs et des explosifs à un pays aussi dangereux que la Libye. Et l'un des plus grands journalistes américains, Seymour Hersh, s'interroge sur les liens qui existent entre Wilson et la CIA. Peut-être, mais enfin, si on voulait l'interroger, il faudrait le faire sortir de sa tanière libyenne. Eh bien, le procureur, avec l'aide de quelques comparses de Wilson, va réussir à le faire tomber dans un piège. Il lui laisse entendre qu'une négociation pourrait avoir lieu. Mais peu importe les détails, Wilson quitte Tripoli et s'embarque pour Saint-Domingue. Mais il est à peine arrivé qu'il est arrêté par la police et immédiatement transféré pour les États-Unis. Où il va être jugé. Naturellement. Trafic d'armes, exportation illégale d'explosifs, recrutement de mercenaires, le chef d'inculpation ne manque pas. Mais quelle est la défense de Wilson? Il soutient mordicus qu'il a toujours agi sur ordre de la CIA. Donc, pas question pour lui de plaider coupable. Il affirme même que s'il trafiquait avec la Libye, c'était pour obtenir des informations sur l'URSS, partenaire privilégié des Libyens. Et la CIA démange, Bien entendu. Ouais. Résultat, à l'issue de plusieurs procès, il écope de 52 ans de prison. Et il est sorti en 2004. Oui, bien décidé à faire reconnaître son innocence. Sans oublier que Wilson a été libéré en conditionnel après annulation de sa principale condamnation par un juge fédéral qui avait estimé que l'administration états-unienne avait caché et même menti sur beaucoup d'éléments nécessaires à l'enquête. En attendant de décrypter cette affaire, un détail. Mulcahy, le principal accusateur de Wilson, est mort en 1982, avant même le premier procès. Mort naturelle? Apparemment, oui, mais ce type savait beaucoup de choses. Alors, bon, passons. Ouais, il faut bien reconnaître que ni la capture, ni la condamnation de Wilson à une très lourde peine de réclusion n'ont permis de voir vraiment clair dans ce dossier. Alors, certes, il y a la version officielle. Wilson ne serait qu'un abominable traître, un individu cupide, prêt à tout pour gagner un peu d'argent, quitte à trahir son pays et à bafouer toutes les valeurs morales. Ce que vous m'en avez dit, pour l'instant, correspond bien à ce type d'accusation. Hein. C'est vrai que le type n'est pas très reluisant, mais cette explication n'est pas entièrement satisfaisante. Je vous ai dit que la CIA, et donc les autorités états-uniennes, étaient depuis très longtemps au courant des activités de Wilson. Oui, alors ce qui signifie qu'on l'a laissé poursuivre en toute connaissance de cause. Et à ce stade, il n'y a que deux explications. Ou bien, à l'intérieur de la CIA, des dirigeants encore plus corrompus y ont trouvé leur intérêt, ou alors Wilson, ancien de la CIA, continuait à travailler en sous-main pour l'agence. En fournissant à la Libye des explosifs utilisés ensuite par des organisations terroristes. Moi, j'ai du mal à y croire, quand même. Parfois, il faut faire la part des choses. Avec un homme tel que Wilson, qui avait infiltré les plus hautes strates du régime libyen, on était au moins sûr d'être bien informé sur les monnaies de Kadhafi, et donc de pouvoir de temps en temps les contrarier. Et pourquoi alors condamner ce Wilson à une si lourde peine? Parce que s'il a vraiment continué à collaborer avec la CIA, on aurait pu l'envoyer en prison pour dissimuler cette manœuvre d'infiltration, mais ensuite on serait débrouillé pour le faire libérer. Or ça n'a pas été le cas. Il est vrai que c'est l'aspect qui me trouble le plus. C'est pourquoi je vais me risquer à évoquer une autre hypothèse. Wilson aurait été en réalité un agent double. Ça mérite une explication, ça. Pour la CIA, il était réellement chargé d'espionner la Libye, ce qui explique pourquoi on a tant tardé à s'intéresser à lui. Mais un jour, on a compris qu'il ne jouait pas le jeu. Mais comment alors? Je crois que cette prise de conscience n'est pas étrangère à la déconfiture de la Nogan Bank. Il y a aussi l'arrivée à la Maison-Blanche d'un certain Ronald Reagan, qui va très rapidement faire de Kadhafi sa bête noire. Donc, plus question de jouer au chat et à la souris avec le dictateur libyen. Seule la force doit être utilisée. Et ça ne tardera pas. Dès 1982, la chasse états-unienne abat 2 appareils libyens dans le ciel du golfe de Sirte. Et plus tard, il y aura le bombardement de Tripoli. Hein. Par conséquent, on n'a plus besoin d'un Wilson. D'autant que les soupçons de trahison ont fait leur chemin. En 1980, un analyste de la CIA,
Waldo Duberstein se suicide. Or, cet homme, qui connaissait fort bien Wilson et lui avait communiqué des dossiers très sensibles sur le Proche-Orient, était presque certainement un agent de l'Est. Et donc Wilson lui-même C'est la conclusion à laquelle sont arrivés les hommes du contre-espionnage états-unien. À la lumière de cette nouvelle hypothèse-là, il faut alors m'expliquer quel était le rôle exact de Wilson. Ça me paraît aussi évident que machiavélique. Il s'agit tout simplement de compromettre la CIA et donc les États-Unis. Soyez plus clair, là. Tous ces matériels fournis par Wilson et utilisés ensuite par des terroristes portent forcément une signature, celle de la CIA, le C4 par exemple, ou encore les détonateurs. Il en va de même pour les hommes que Wilson a recrutés. S'il leur arrive d'être pris, ils affirmeront en toute bonne foi qu'ils travaillaient pour un homme de l'agence. Vous comprenez maintenant ? Ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux. Désolé, mais à mon avis, c'est la seule hypothèse qui permet d'expliquer toutes les contradictions de ce dossier touffu. J'ajoute, mais ça ne vous surprendra pas, qu'un autre acteur a sans doute joué un rôle dans cette affaire. Qui Le Mossad. Il est très improbable que les services israéliens ne se soient pas intéressés aux activités d'un homme tel que Wilson. Ils n'ont sans doute pas été tout à fait étrangers à la chute de l'Américain. Cependant, je n'en ai pas la preuve. Comme vous n'avez pas la preuve de tout ce que vous venez d'avancer. C'est exact. Toutefois, il faut parfois faire confiance à ses intuitions. Et je peux vous dire qu'elles ne m'ont guère trahi au cours de ma longue expérience. En tout cas, je n'en ai pas encore tout à fait fini avec Wilson. Et si vous avez la bonté de m'écouter la semaine prochaine, je vous parlerai de son implication dans une autre affaire où 3 de nos concitoyens ont disparu à tout jamais. À ma connaissance, un seul spécialiste de ces questions, Ed Epstein, a donné une version du dossier Wilson qui recoupe, en partie, les allégations de M. X. Mais bien sûr, au cours du procès, il n'a jamais été question de l'hypothèse formulée par Epstein dans son ouvrage « Intox, CIA KGB ». 2 autres livres pour terminer. D'abord, le journal intime d'un marchand de canons de Philippe Vasset chez Fayard. La biographie très documentée d'un personnage imaginaire, mais où tous les détails sont ou paraissent vrais. Passionnant. Ensuite, la trilogie berlinoise, suivie de la mort, entre autres, du Britannique Philip Kerr. Là encore, il s'agit de fiction, mais une fiction où le personnage, qui serait une sorte de Philippe Marlowe, allemand, croise Göring, Himmler et pas mal de types aussi peu recommandables. En tout cas, le récit est palpitant et un écrivain qui peut écrire à propos d'un serveur « Il avait la moustache de Hindenburg, les yeux bleus de Hitler et la personnalité d'Adenauer », c'était comme être servi par 50 années d'histoire allemande. Cet écrivain-là, donc, ne peut pas être tout à fait mauvais. Kerr est publié par les éditions du Masque. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements tant bibliographiques que musicographiques. Et je remercie Michel Billou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Et tout de suite après les informations, on respire un bon coup avec Saut de mon amour de Denis Chessou.